vous êtes face, non pas à des ministres, mais encore mieux, à des citoyens et des citoyennes. Moi, j'avais envie d'avoir des choses plus précises. J'attendais de votre part vraiment que fait l'État, combien ça a coûté. Une certaine justice, une certaine égalité entre tous les profils. En termes de financement public, on voit qu'il manque 7 à 9 milliards d'euros. Vous avez envie, comme moi, de pouvoir regarder vos enfants en face. On a 10 ans pour essayer de mettre des premières mesures en place. À des citoyens et des citoyennes. On a dit que c'était une urgence climatique. On va revenir sur les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ce qui est revenu, c'est bon, il y en a qui sont optimistes donc sur cette convention citoyenne, et d'autres non, qui se disent bon, ça fait quelques années qu'on entend parler du même problème, mais qu'on n'a toujours aucun résultat, entre guillemets, bien sûr. Ce qu'on a noté, c'est un manque de communication dans les médias. Cette stratégie nationale bas carbone, on essaie de la décliner dans les politiques, et la loi de 2015 a aussi demandé, ça n'existait pas avant, qu'il y ait un acte. Dans ce que vous avez présenté, je ne vois que du il faut, il y a qu'à. Moi, j'avais envie d'avoir des choses plus précises. J'attendais de votre part vraiment que fait l'État, combien ça a coûté. Comment s'assure-t-on que l'ensemble de ces actes sont réellement réaffectés à la lutte contre le réchauffement climatique et de manière générale l'environnement? On a sorti un premier rapport en juin dernier. Alors dans ce rapport, en gros, il y a 3 mots importants. Il y a un mot qui s'appelle cohérence, il y a un mot qui s'appelle planification et il y a un mot qui s'appelle justice. Le message principal que j'ai à faire passer, c'est que baisser rapidement les émissions de gaz à effet de serre, c'est malheureusement gérer une mise au régime, donc un effort partagé de chacun, et que, hélas, on ne peut pas dire que l'essentiel de la population ou une grosse partie de la population passera entre les gouttes. Il faut réfléchir à la manière de gérer d'une façon qui est perçue comme légitime quelque chose qui va demander à chacun de transpirer un peu ou beaucoup. On a bien compris qu'on n'aurait pas à la fois le climat, les ronds-points, la 5G et le hamburger pas cher. Et ben, pour sauver le climat, on est prêt à abandonner ça et ça. Ce genre de message sera extrêmement puissant, beaucoup plus qu'il faut mobiliser tel ou tel instrument. C'est vrai qu'on entend souvent on n'a pas d'alternative, on n'a pas d'alternative, on ne peut pas changer. Et c'est là que les aides interviennent. Dans les aides, il y a les subventions. On peut subventionner les citoyens pour les aider à rénover leur maison. On a évalué combien il manquait d'investissements pour s'aligner avec la stratégie nationale bas carbone qui a été présentée. En termes de financement public, on voit qu'il manque 7 à 9 milliards d'euros. Ça vous parle peut-être pas, 7 à 9 milliards, c'est moins que la taxe d'habitation, c'est 2% des dépenses de l'État, du budget de l'État, sans parler même du budget des collectivités. Les critères de réussite, pour moi, c'est d'arriver avec des propositions qui soient acceptable par les citoyens, parce qu'on voit bien qu'il y a toujours des gagnants et des perdants dans la transition et qu'il faut penser tout ça en même temps, qui soient acceptables et qui en même temps permettent de mettre en place des mécanismes qui à court terme réduisent nos émissions. Donc la taxe carbone, c'est puissant, mais c'est à manier avec précaution et c'est un peu pour ça que c'est impopulaire. Vous avez envie, comme moi, de pouvoir regarder vos enfants en face plus tard, qu'ils ne disent pas mes parents savaient que la catastrophe allait arriver, ils n'ont rien fait. Un exemple très simple. Pensez à une taxe carbone très élevée qui ferait que les gens passeraient aux voitures électriques. Si on n'a pas au préalable investi pour mettre des bornes de recharge, ça ne pourra pas marcher. Et il y a aussi les investissements dans la recherche. Excusez-moi, vous nous prenez pour des enfants et c'est insupportable. Pardon ? Vous nous prenez pour des enfants et ça nous paraît insupportable. Vous des choses que vous savez en tant qu'expert, mais pas qu'il faut mettre des prises électriques. Ça n'a aucun intérêt. On a dit que c'était une urgence climatique, qu'on a besoin de réponses concrètes, des choses importantes. Alors moi, je ne suis pas ici venu pour encore entendre des prises électriques. Merci. Sur la taxe carbone, on a vu des réactions très fortes et dans les deux sens. C'est-à-dire des gens qui disaient mais si c'est utile, des gens qui disaient mais non, attention sur le social. Vraiment, ils vivent la chose, ils ont envie que les choses avancent. Je pense vraiment que c'est une initiative, une expérience démocratique intéressante et je suis très curieux de voir où ça va aller. On commence à rentrer dans le vif du sujet et à pousser nos réflexions au-delà de nos retranchements.
et surtout de nos préjugés ou nos a priori, et ça c'est le côté intéressant. Moi j'étais assez contente et je pense que pas mal de gens, parce que ça a permis pour une première fois de rentrer vraiment dans le vif des choses, et j'avais vraiment un sentiment de satisfaction par rapport à la séquence d'hier après-midi. On était encore beaucoup plus en hémicycle, tous ensemble sur des interventions assez passives. Là, le fait de se retrouver avec notre groupe de travail sur un sujet précis, j'avais le sentiment de commencer à mettre la main à la pâte. Donc moi, j'étais contente de cette séquence. L'exercice est périlleux parce qu'on a 10 ans pour essayer de mettre des premières mesures en place. Il y a une tension un petit peu entre des objectifs à long terme que certains voudraient pousser et qui sont tout à fait louables, et la mission qui est la nôtre en termes d'objectifs. Donc ça pour moi, c'est un truc qui commence un peu à me... Enfin, que je trouve qu'il va falloir recadrer à un moment si on veut réussir à délivrer quelque chose. Moi, c'est ça qui commence un peu à m'angoisser. Et qui ne tente rien n'a rien, donc il faut aller jusqu'au bout, amener des propositions concrètes, elles seront suivies ou pas suivies, mais on aura mis, et j'aurais mis mon grain de sable à l'édifice. Alors aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir pour introduire la discussion sur l'atelier qui s'appelle Se nourrir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole et alimentaire. Quels pourraient être les scénarios possibles pour une agriculture à très bas niveau d'émissions en carbone en France et en Europe? Le gros problème qu'on a en face de nous, c'est de se dire est-ce qu'en fait il ne faudrait pas produire moins tout court, moins d'animaux, moins de produits végétaux? Et ça, c'est la question de la transformation qu'on doit mettre au cœur de la discussion avec les citoyens. Produire moins en quantité, ça veut dire aussi probablement pouvoir produire plus en valeur. Il faut travailler à la fois sur la consommation et la production. On ne peut pas agir sur l'un sans agir sur l'autre. Ça veut dire quoi? Sur la partie production, ça veut dire que la première chose à faire, c'est de travailler sur une rémunération plus juste des producteurs. Sans ça, on n'y arrivera pas. Ça veut dire également travailler sur l'encadrement des pratiques de la grande distribution, de travailler sur la répartition des marges, sur la pression qui est mise. Donc tout ça, tant que ce ne sera pas encadré, on aura du mal à soutenir la transition agroécologique. On voit, en tout cas nous dans nos magasins depuis un an, l'explosion du sujet de la responsabilité sociétale. Il y a une vraie attente des gens là-dessus. Chaque citoyen est aussi un consommateur et a le pouvoir au quotidien, quand il achète dans les magasins aujourd'hui, de choisir. On a la chance d'avoir dans l'Union européenne un des marchés des consommateurs les plus importants du monde, donc on peut importer des produits, mais ces produits-là doivent être soumis aux mêmes règles du jeu que les règles qu'on met à nos propres agriculteurs. Le problème dans notre métier ces dernières années, c'est la course au prix bas. Il faut sortir de ça. Des solutions existent pour soutenir cette transition et soutenir financièrement et techniquement les éleveurs, les éleveuses, les agriculteurs et agricultrices. Je vais donner un exemple, la restauration collective. La restauration collective, c'est 8 millions de repas par jour, donc c'est un formidable levier pour transformer l'agriculture. Le problème, c'est qu'on s'est donné des objectifs depuis 2009 qui est d'atteindre 20% de produits bio en restauration collective. Aujourd'hui, on est toujours à 3%. Pourquoi? Parce qu'on n'aide pas les cantines à investir. En vrai, il y a beaucoup de choses qu'on peut décider, que la France peut faire en Europe ou dans le monde pour transformer l'agriculture. Le message sur lequel j'ai insisté dans cette convention, c'est que toutes ces mesures de bon sens, qui sont des systèmes gagnants-gagnants à la fois pour les éleveurs, les éleveuses, les citoyens, les citoyennes et tout le reste de la société, en fait, ça ne marchera pas tant qu'il n'y aura pas un encadrement strict de la représentation des lobbies, c'est-à-dire un encadrement strict de ce qui se passe en termes de conflit d'intérêts. On a vraiment besoin de courage politique et de mesures financières et d'une fiscalité juste, donc un entraînement, un engagement de la part de l'ensemble des acteurs avec un soutien très fort de l'État. C'est un sujet qui est capital puisqu'il est dans la question qui est posée à la Convention citoyenne. Comment réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre en respectant la justice sociale. Assurer la répartition des richesses en fonction des besoins de chacun. Ça, c'est un point qui me fait un peu réagir, ou du moins j'aurais besoin d'avoir un peu plus de détails sur ce chapitre. Les richesses de qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est des taxes? Est-ce que c'est les impôts? Est-ce qu'on redistribue? Enfin voilà, c'est trop générique, c'est trop sujet à discussion, trop polémique pour que ça soit laissé de cette façon. En fonction des besoins de chacun, celui qui a un 4x4 polluant, il va dire que c'est son besoin. Donc, ce que je veux dire, c'est que comment on quantifie le besoin de chacun. Voilà. C'est en fait, pour aller vers la réduction des gaz à effet de serre,
il faut qu'il y ait de la solidarité. C'est-à-dire que si collectivement, l'ensemble de la société ne contribue pas à faire quelque chose, rien ne sera possible. C'est-à-dire qu'on perdra tout, quoi. Donc la solidarité, c'est ça. Alors moi c'est Priscilla Ludowski, j'ai lancé l'année dernière une pétition qui dénonçait le manque de transparence relative à la taxe carbone. Alors, je fais partie du collectif des Gilets citoyens depuis janvier, donc le collectif qui a demandé la création de cette convention citoyenne. Le principal intérêt d'intégrer les citoyens dans un dispositif pareil, c'est précisément d'intégrer la justice sociale dans le débat. Parce que dans les mesures qui ont été produites jusqu'à aujourd'hui, la dimension justice sociale, elle n'existe absolument pas pour moi. Et j'attends fortement des citoyens qu'ils apportent cette dimension-là. Lorsqu'on parle de dépenses, eh bien que tout le monde mette la main à la pâte, pas qu'un seul profil. Lorsqu'on parle de taxation, que ce soit qu'il y ait des taxes qui permettent de refléter une certaine justice, une certaine égalité entre tous les profils. Comment est-ce qu'on peut engager la société française au sein de cette convention? Ça se divisait vraiment en deux axes principaux. Le premier, c'était plutôt un axe qui concerne la communication et la médiatisation. L'enjeu est vraiment de donner de la visibilité à cette convention, partager les travaux, partager les informations aussi que vous avez reçues, et ceci afin de pouvoir permettre aux gens d'être informés, de prendre conscience de l'enjeu écologique et de s'engager au sein de cette convention. Dans un premier temps, il faut une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit permettre à l'ensemble des citoyens et des citoyennes d'adhérer aux changements nécessaires qui vont être proposés par la Convention. Et que oui, les mesures qui vont être prises doivent se mettre en place rapidement. Et que la condition de cette efficacité, c'est vraiment l'adhésion de la population. Ah oui, très contente. C'est extraordinaire ce que je vis et ce que nous vivons tous, parce que c'est une première. Pour moi, c'est presque un privilège. C'est vrai que le tirage au sort s'est effectué sur toute la France entière, donc je m'estime un peu privilégié d'être parmi les 150. Moi, j'ai trouvé ça très riche. Ça m'a apporté beaucoup, donc on découvre pas mal de choses. On apprend pas mal de choses. Sans ce dispositif, je n'aurais peut-être jamais réfléchi autant à la question sur le climat, l'écologie. Par contre, c'est vrai que les tensions commencent à se faire sentir. Aujourd'hui, on voit des points de divergence. Je pars du principe que c'est normal, on est 150 citoyens qui viennent d'horizons variés. On n'a pas tous le même capital d'information quand on arrive ici, en tout cas sur l'écologie ou ne serait-ce que sur les émissions de gaz à effet de serre. Moi-même, je n'étais pas particulièrement au top sur le sujet. Il y a beaucoup de blocages par rapport à l'État, aux politiques qui ne se mouillent pas. On peut aussi parler beaucoup des lobbies, de qui influence qui. Et je pense qu'on est surtout sur de l'influence et sur des mesures qui sont dites par les associations depuis très longtemps mais pas prises en compte par le gouvernement. En fait, c'est tous ces avis-là qui vont nous permettre justement de trouver des mesures et d'avoir des informations pour trouver des solutions. Des citoyens et des citoyennes. On a dit que c'était une urgence qui m'a